Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette semi-plénière sur le thème de la critique ordinaire et de la prise de parole. Nous allons donc entendre les interventions de Sébastien Saïda, qui est chercheur en sociologie, Nesrine Gaha, qui est psychiatre et qui, si je ne m'abuse pas, a fait son diplôme à l'Espace Éthique en éthique médicale, et Martine Dutoit, qui est fondatrice de l'association Advocacy France et père advocate, en plus de chercheuse, enseignante, très nombreuses casquettes. La thématique est celle de la critique ordinaire et de la prise de parole. On va donc essayer de s'interroger sur les conditions d'expression et d'écoute de la critique telle qu'elle est déployée dans les services psychiatriques ou dans les institutions, soit la critique faite par les personnes malades, soit la critique faite par les soignants, et sur la vertu ou la capacité transformative de cette critique, et donc sur la capacité de ces systèmes à se transformer, à évoluer en fonction de ce qu'on en dit. Voilà. Je ne m'attarde pas sur l'introduction et je passe directement la parole à Sébastien Saïda. On va mettre toutes les présentations bout à bout et ensuite on fera une grande session de discussion qui durera 45 minutes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque et pour l'invitation. Donc, pour ma part, Sébastien Saïda, je suis sociologue et chercheur à NCIS Recherche, qui est un laboratoire de recherche dans une école de travail social. Et je suis par ailleurs chercheur associé au CHU de Saint-Étienne et au Centre Max Weber, qui est un laboratoire de sociologie. Alors, je vais vous parler aujourd'hui des conditions de l'écoute et de la disponibilité en psychiatrie, en m'appuyant sur deux recherches, donc la recherche Pro-Plein sur la critique ordinaire des usagers en santé mentale, et la recherche Pledker sur les établissements moins coercitifs en psychiatrie, qui donc vous a été présentée ce matin par Yvonne Kennom, mais que là je mettrai en perspective et que je détaillerai sur certains points. Alors pourquoi vous parler aujourd'hui de l'écoute et de la disponibilité? Alors tout d'abord, car elles sont présentées comme des composantes essentielles du soin en psychiatrie, et plus précisément de la dimension relationnelle de ce soin. Prendre en soin reviendrait en grande partie à savoir écouter et se rendre disponible. Ensuite, et directement en lien avec la thématique de ce colloque, parce qu'elles sont au cœur du processus de démocratisation en santé, processus qui consiste donc à mettre le patient au centre, à en faire un partenaire et donc à l'écouter, à prendre en compte sa parole, son expérience, son expertise, notamment donc à travers le développement de dispositifs dédiés, les commissions des usagers par exemple, ou des procédures visant à faciliter l'expression et la prise en compte de cette parole et cette expérience. Ma contribution va alors porter sur ce qu'on pourrait appeler les conditions de possibilité de cette écoute et de cette disponibilité. Autrement dit, qu'est-ce qui fait qu'un soignant, des soignants, une équipe vont se montrer plus ou moins disponibles et à l'écoute des patients. Il s'agit donc d'écouter sa souffrance, son vécu, mais de prendre également en compte ses demandes, ses besoins, par exemple en lien avec ses proches, l'accès à son portable, les sorties, voir son expérience et ses critiques dans le cadre de l'évolution des pratiques et des organisations, par exemple en lien avec son expérience de l'hospitalisation et des mesures dont il a fait l'objet. La question est aussi souvent abordée par le biais d'un déficit d'écoute et de disponibilité. Autrement dit, il est généralement question d'expliquer le fait que ces deux composantes semblent globalement faire défaut au sein des services de soins. Et c'est une situation qui est classiquement expliquée par une asymétrie dans la relation de soins, premièrement, mais qui l'est également par une perte des savoirs en psychiatrie, une déspécialisation de la psychiatrie, donc quelque part un déficit de formation, ainsi que par des évolutions gestionnaires et des restructurations donc, qui ont pour effet de fragiliser les équipes de soins, avec des fusions, voire suppression de services, réduction du nombre de lits et ou d'infirmiers, mouvement de personnel, et évolutions gestionnaires qui participent aussi à une intensification du travail en psychiatrie, avec les fameux soignants qui doivent passer davantage de temps devant l'ordinateur qu'avec les patients. Et donc, dans la continuité, si vous voulez, de ces hypothèses qui soulignent le rôle des évolutions sociales et du contexte organisationnel, je vais montrer aujourd'hui que la disposition à écouter et se montrer disponible est bel et bien liée aux conditions de travail et au contexte organisationnel, et qu'elles sont précisément liées à une culture de soins fortement imbriquée à une culture professionnelle, et ce qui, je le montrerai, nous conduit à la question de culture institutionnelle. Autrement dit, il est difficile de penser séparément les rapports entre, d'un côté, les patients et les soignants, et de l'autre, les rapports entre professionnels. Et que donc la manière dont les soignants vont prendre en soin dépend de la manière
dont ils sont ou se sentent eux-mêmes considérés et de la manière dont sont globalement organisés le travail et les rapports sociaux au sein de l'institution. Alors j'ai été mis sur cette piste à l'occasion de 2 recherches, la recherche Proplein, qui porte sur la critique des usagers en santé mentale, et la recherche Pletker, donc, qui porte sur des établissements moins coercitifs en psychiatrie. 2 recherches ethnographiques, c'est-à-dire basées sur des observations et des entretiens, et au cours desquelles nous avons été immergés dans des unités d'hospitalisation afin d'y observer l'ordinaire du travail de soins. Concernant la recherche Proplein, nous a conduit dans une unité d'hospitalisation qu'on appellera unité 1, que l'on pourrait qualifier de relativement ordinaire et représentatif, au sens où on y a repéré donc un problème d'écoute et de disponibilité. On a constaté ce qu'on a appelé un bruit de fond, c'est-à-dire des sollicitations relativement nombreuses et fréquentes, que nous avons illustrées notamment par une vignette ethnographique, donnant à voir ce bruit de fond et cette ambiance, et où on peut y voir, là c'est en gras, une infirmière très affairée et sollicitée. Une infirmière traverse le couloir et 2 patients la sollicitent, l'un pour avoir de l'eau et l'autre agacé pour savoir quand il pourra enfin voir son médecin. Ce à quoi l'infirmière répond « Je dois finir quelque chose, je reviens dans 5 minutes ». L'infirmière revient avec l'eau et quelqu'un lui demande s'il peut avoir sa cigarette maintenant, mais c'est après le repas, vous le savez bien. Ces sollicitations, comme on le voit, étaient parfois prises en compte, mais aussi parfois différées, et également ignorées, ce qui pouvait aussi conduire à ce qu'on a appelé une amplification du bruit de fond. Autre exemple, donc, tandis qu'un infirmier se trouve dans la salle de soins, les cris d'une femme qui tambourine sur le hublot se font entendre de la chambre d'isolement, sans pour autant retenir l'attention du soignant, affairé par ailleurs à la préparation de la distribution de médicaments. En observant des scènes du quotidien donc, et en échangeant avec des patients, nous avons identifié chez ces derniers le sentiment de ne pas être toujours entendus et considérés, ce qui pouvait conduire donc à des tensions, comme dans cet autre extrait, ou alors que je suis au coin fumeur avec des patients, une infirmière qui ouvre la porte pour parler à un patient se trouve interpellée par une autre patiente et répond alors un peu sèchement à cette dernière, en gras dans l'extrait, donc « Madame Gilles, je suis en train de parler à quelqu'un ». Ce qui conduit, une fois l'infirmière partie, cette Madame Gilles, donc une patiente, à me dire qu'il y a un problème d'écoute dans cette unité et m'énumère les professionnels qui lui parleraient, je cite, comme à un chien. Du côté des soignants était également indiqué la difficulté à se rendre disponible et une forme de saturation. Voici ce que nous dit une infirmière. Vous avez au téléphone une famille qui est très angoissée, mais à côté de ça, vous avez les patients qui sont derrière, en train de frapper, et puis il y a d'autres demandes du médecin, de la pharmacie. Elle résume la traversée de ce couloir, c'est l'enfer. Nous avions aussi remarqué lors de réunions dites soignants-soignés, qui avaient lieu toutes les 2 semaines dans l'unité, que les critiques des patients pouvaient être mal reçues et là aussi donner lieu à des tensions, confirmant et donnant à voir sur une autre scène à la fois une difficulté à se montrer à l'écoute des patients et un problème relationnel. Tel fut par exemple le cas lors d'une réunion où une patiente fait état du fait qu'une partie des soignants lui parle mal, ce qui donne lieu alors à un échange très vif avec une aide-soignante, avec des cris, l'aide-soignante qui sort, la patiente qui finit par claquer la porte, etc. Et je vous renvoie, pour la description de cette unité et de ce que je viens de décrire, à un article que nous avions écrit, Pas de cri, soyez coopératifs, les conditions de prise en compte de la parole des patients dans une unité psychiatrique. Passons maintenant à la recherche Pletker, qui porte, elle, sur des établissements moins coercitifs, c'est la recherche qu'a présentée Yvonne ce matin, et qui nous a conduit, cette fois, dans plusieurs unités d'hospitalisation. Je me centrerai là sur l'une d'entre elles, appelée Unité 2, qui est une unité relativement atypique dans le paysage psychiatrique français. Alors, atypique non pas parce qu'elle aurait des patients particuliers ou qu'il s'agirait par exemple d'une clinique privée, basée ainsi sur un modèle qui serait difficilement reproductible. Non, il s'agit bien d'une unité dite sectorisée, qui prend en charge l'ensemble de la population d'un territoire, d'une grande ville française, plutôt pauvre et défavorisée, avec 30% de logements sociaux. Il s'agit aussi d'une unité qui appartient à un hôpital public, donc précisément un CHS, centre hospitalier spécialisé, qui est donc consacré à la psychiatrie. Mais si elle est atypique, c'est pour d'autres raisons. Alors c'est d'abord parce qu'elle appartient à un hôpital qui ne pratique pas la contention mécanique. Il serait 18 en France sur environ 250 hôpitaux. Hôpital qui couvre donc 4 secteurs d'une grande ville française, environ 250 lits d'hospitalisation, et qui depuis 1975, date de sa création, n'a jamais utilisé, n'a même possédé de sangle. Le projet d'établissement énonce même, je cite, l'opposition à toute pratique de contention. Atypique également car l'unité est ouverte, donc, comme toutes les unités de l'établissement, et ce, malgré le fait qu'ils sont prises en soin des personnes en soins sans consentement, notamment un SPDRE, mais aussi des détenus et des fichiers S. Et finalement, atypique aussi de par l'ambiance qui y règne, et l'unité est plutôt calme. Dans cette unité, pas de bruit de fond, c'est-à-dire moins de plaintes, moins de cris, moins de toc-toc aux portes,
Et de fait, les portes sont ouvertes, hein, notamment celle du bureau infirmier, où les patients peuvent entrer et venir discuter ou s'asseoir. Ce qui n'était pas dans le cas dans l'unité 1, où le bureau était, tout comme la tisanerie, interdit aux patients. On pourrait alors penser qu'ils se permettent de laisser la porte ouverte parce qu'il y a moins de sollicitations, mais en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que les sollicitations sont comme diluées et rapidement traitées, avec le fait qu'en fait c'est possible d'entrer facilement en interaction, et ce qui participe aussi à rassurer les patients. Je vous lis ce que nous dit un infirmier sur les vertus du bureau ouvert. De laisser le bureau ouvert, ça nous permet de les surveiller au bureau, donc c'est assez pratique plutôt que de se déplacer. Et eux, ils vérifient qu'on travaille aussi. Et là, ils rigolent. L'humour très important dans ces hôpitaux. Souvent, on les voit passer devant. Ils viennent s'asseoir, mais 3 minutes et demie, ils regardent, ils vérifient notre disponibilité au cas où. Je peux passer un coup de fil ou faire ça? On dit oui ou non, ça n'a pas d'importance. Hop, ils s'en vont, puis ils repartent, ils sont contents. Ils ont bien vérifié. Et ils concluent en disant, je pense que c'est la permanence. Il n'y a donc pas, vous le voyez donc dans l'unité 1, de phénomène d'amplification du bruit de fond, qui serait par exemple lié à l'inquiétude ou la frustration d'attendre et de ne pas avoir de réponse. À noter qu'il semble aussi y avoir moins de sollicitations du fait qu'il y a davantage de liberté. La confiscation du téléphone demeure exceptionnelle, et puis la porte de l'unité est ouverte, ce qui automatiquement annule les demandes relatives aux sorties de l'unité. Avec aussi une disponibilité, une gentillesse apparente des soignants, ça nous a été confirmé lorsqu'on a discuté avec les patients, et voilà ce que nous rapporte par exemple une patiente prise en soin dans cette unité qui avait pourtant été hospitalisée sans son consentement. Donc après avoir décrit le médecin et le personnel soignant comme étant très à l'écoute, ce sont ses mots, voilà comment elle raconte l'épisode de son arrivée à l'hôpital durant laquelle des soignants sont venus la chercher. Elle dit, maintenant avec le recul, je trouve qu'ils ont été, c'est peut-être un terme qui peut surprendre, mais moi je les ai trouvés très chaleureux. Parce que j'ai trouvé qu'ils ont vraiment essayé de me comprendre, de me rassurer, d'être à mon écoute, d'être une épaule sur laquelle se reposer. Donc voilà, ce propos est assez représentatif et il n'y avait pas vraiment de problème ou de déficit de disponibilité dans cette unité et le vécu des soignants y était aussi très différent, avec une forme de satisfaction immédiatement perceptible. Par exemple, des soignants qui rient entre eux, rient avec les patients, prennent le temps de discuter aussi avec nous. Donc pas de difficultés qui nous sont rapportées, bien au contraire, on a une satisfaction qui est confirmée aussi dans les entretiens plus structurés qu'on a réalisés, comme cet entretien avec un jeune infirmier. Il dit, avec la cadre, je rigole, j'ai une expression, ici c'est le Club Med, et elle le sort souvent. Mais franchement, c'est vrai, je trouve que c'est cool. Quand on était en balade la cadre la dernière fois, elle m'a dit, mais tu te rends compte, et en plus, on est payé. Donc, qui contraste beaucoup avec ce qu'on trouve dans la plupart des services de psychiatrie. Alors qu'on lui demande aussi d'expliquer pourquoi il estime avoir la chance de travailler ici, il explique le cadre déjà exceptionnel, la verdure, les pavillons sont ouverts, les contentions n'existent pas, je trouve que c'est cool. Donc on voit que le moindre recours aussi est un facteur de satisfaction. Donc pour terminer, ça sera la question donc, centrale de ma communication, comment expliquer cette différence entre l'unité 1 et l'unité 2 ? Qu'est-ce qui fait que les soignants arrivent à se rendre disponibles dans l'unité 1 et ils semblent moins éprouvés et plus satisfaits? Et comment expliquer que tel n'est pas, ou en tout cas moins le cas dans l'unité 1. Donc je vais montrer qu'il s'agit en grande partie d'une histoire de culture, donc à la fois une culture de soins, mais au-delà une culture professionnelle et une culture institutionnelle. Alors pour commencer, il est important de préciser qu'on a remarqué que le travail n'était pas moins intense dans l'unité 2, c'est juste le vécu qui est différent, voilà, on a une satisfaction, et qui est liée à la nature du travail. C'est un extrait qu'a utilisé Yvonne ce matin, mais je le déroule plus amplement. C'est beaucoup plus intéressant ici, après c'est beaucoup plus intense aussi. À X, où elle avait travaillé avant, on était plus distributeur de médicaments et tu faisais des entretiens avec les toubibs et c'est tout. Et tu distribuais les clopes. Tu ne te retrouvais pas dans des situations où tu as 5 patients avec toi dans le bureau qui veulent tous te parler et des demandes non-stop. Et elle conclut, ce n'est pas le même travail en fait. Autrement dit, laisser les portes ouvertes, travailler avec moins d'isolement, pas de contention, cela réclame beaucoup de disponibilité, de vigilance, qui a souvent été opposée à la surveillance, mais qui, on le voit, s'avère avoir davantage de sens pour ces professionnels. On a vu aussi que cela se jouait dans la manière de percevoir le patient et de définir le rapport, la relation de soins en psychiatrie. Voilà ce que nous dit donc une infirmière lors d'un entretien collectif. En face de toi, tu n'as pas que des psychotiques ou des bipolaires, c'est des êtres humains, mais il n'y a pas photo. C'est même pas le respect des libertés, c'est le respect de leurs conditions d'être humain. Quand ils pensent, t'imagines une clope par heure à un psychotique, c'est chaud quoi. Elle dit aussi, ils sont 24 heures sur 24 avec nous, chose que nous, on n'avait pas à X, ils étaient bouclés. Ici, c'est même pas qu'on est infirmier, on vit avec eux. On n'est pas dans un rapport soignant-soigné, on vit avec eux non-stop. Donc après, c'est une autre relation qui se crée. Tu n'es pas dans un rapport de dominant. Dans l'unité 1, les discours sont différents, comme on le voit à travers
Donc les propos de cette cadre qui, tout en le déplorant, fait malgré tout état de la persistance d'une relation asymétrique. Elle dit, pour certains soignants, ce qui est difficile, c'est la remise en cause de cette position hiérarchique. Il a quand même le pouvoir, le soignant, par rapport au patient. Et se prendre dans le visage qu'il n'est pas sympa, qu'il ne fait pas bien son travail, c'est pas toujours facile en grand groupe comme ça. Le patient partenaire en psychiatrie, c'est pas simple, on a quand même un passif de gardien, ça reste dans les murs. Résultat important, on a vu aussi que cette différence était liée à la manière dont les professionnels étaient eux-mêmes considérés et par le travail de l'équipe de l'encadrement. Dans l'unité 2, les soignants ont d'abord souligné d'avoir été bien accueillis dans cette unité. Voilà ce que nous dit un infirmier. Je me rappelle, c'était le jour de Noël. La cadre était venue nous chercher, elle m'avait présenté le service, ça enlève du stress. Et je trouve que c'est cool d'être présenté, on est vraiment bien considéré. Ailleurs, c'est pas comme ça. On vous dit, voilà, vous commencez telle date, et vous arrivez et vous commencez à travailler. Ils ont expliqué ensuite se sentir entendus, soutenus, avec des relations avec l'équipe d'encadrement décrites comme bonnes, voire exceptionnelles, comme cet infirmier qui recourt effectivement à ce terme à plusieurs reprises. Il dit, on a la chance d'avoir une équipe exceptionnelle derrière nous, avec qui on s'entend très bien. L'écoute, elle est très forte et en cas de coup dur, exceptionnelle. Les relations avec les médecins, exceptionnelles, et ce, malgré les différents chefs de service que j'ai pu connaître, ce qui nous indique une forme de permanence et peut-être plus une culture que que ça s'incarne dans des figures individuelles. Et cela, ça contraste donc avec les propos qu'on a recueillis dans l'unité 1, où un infirmier dit, je cite, n'avoir aucune confiance dans les médecins, ou une autre dit qu'on accorde énormément d'importance à la parole du patient, mais peu à la leur, et où un autre infirmier a l'impression que leur parole n'a aucune valeur aux yeux des médecins, et qui dit, je cite, « Notre parole n'a pas de poids, si ce n'est que la parole du médecin et du patient qui compte, je ne vois pas l'intérêt. » Il me reste combien à peu près ? Une minute. Je vais passer donc sur la question du collectif de soins élargi qui a été évoquée par Yvonne Kenom ce matin, mais il y a donc bien une culture professionnelle qui promeut l'horizontalité des relations, la diversité, l'autonomie, la confiance, l'accueil, la bienveillance, et qui entre étrangement en résonance avec la culture de soins, avec un lien qui était directement fait par les acteurs eux-mêmes, comme ce cadre qui fait le parallèle entre prendre soin des collègues et prendre soin des patients. Il dit, je le dis souvent, mais le fait de prendre soin des autres, c'est-à-dire qu'on prend soin des patients, ok, c'est notre job, on est payé pour ça, ce n'est pas compliqué. Enfin, pour eux, c'est pas compliqué, mais bon. Mais prendre soin des collègues, c'est aussi un truc, je leur ai dit combien de fois, il faut prendre soin des uns des autres ici aussi, prendre soin de ses collègues, c'est essentiel. Il dit aussi, une équipe qui va mal, c'est des patients qui vont peut-être être en difficulté d'une manière ou d'une autre, mais une équipe qui va bien, qui rigole, le patient souffle. Mais simplement, je sais que quand on est bien au travail, c'est une équipe qui va bien, c'est un travail qui est bien fait, et c'est du coup du plaisir et du sens. Donc une culture professionnelle liée à une culture de soins, et ça nous a donc conduit à ce qu'on a appelé une culture institutionnelle et d'établissement, illustrée par exemple par les propos de ces professionnels. Donc je vais prendre le deuxième extrait comme je manque un petit peu de temps. Même là, la direction, je trouve qu'on est assez écouté, pas forcément maltraité, on n'est pas vu comme des pions. Mais j'ai vu des services, on nous appelle le matin pour savoir combien on est, comme ça on va pouvoir être redispatché dans tous les pavillons. Donc forcément, on est moins sur les pavillons, moins entre nous, moins à créer des liens. Là, il y a une cohésion, on est une équipe, on n'est pas qu'un matricule. Donc voilà, pour conclure, on peut définir cette culture institutionnelle comme une façon de penser et d'organiser au sein d'une institution donnée l'ensemble des rapports humains et sociaux, tout en adossant à des valeurs, donc comme l'ouverture ou l'opposition à toute contention, et une culture d'établissement institutionnel qu'on a aussi déclinée, Yvonne l'a dit ce matin, en sous-culture, donc culture de l'accueil et de la disponibilité, à l'égard des patients, mais aussi des collègues, des chercheurs, des familles et de toute personne qui arrive dans l'établissement, et une culture de l'horizontalité, entre patients et soignants, entre les différentes catégories de soignants, entre soignants et médecins, et entre médecins et direction. Donc pour conclure, il semble important, voire fondamental, de faire évoluer les pratiques et les organisations en psychiatrie dans le sens de davantage de droits, c'est évident, mais aussi de prendre en compte la question du travail et de son sens pour les professionnels, dans la mesure où les évolutions gestionnaires peuvent effectivement mettre à mal les collectifs de soins, les déstructurer et conduire à des phénomènes d'épuisement et une perte de sens qui dégradent la relation de soins. Avec l'unité 2 et l'hôpital 2, on a un très bel exemple donc, de la manière dont une organisation, une institution peut parvenir à résister à des évolutions gestionnaires et proposer aux soignants, aux professionnels, un autre environnement de travail. Donc je n'ai pas le temps de développer, on pourra peut-être y revenir pendant les questions, mais ça c'est lié par une culture donc, qui est entretenue par l'inscription de valeurs, la multiplication des lieux d'échange, et voilà, et c'est vrai que pour moi cet hôpital a constitué quelque part un modèle, un idéal type d'une organisation qui fonctionne bien, donc un bon hôpital psychiatrique, mais peut-être au-delà, une organisation assez exemplaire. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très intéressant, on va pouvoir en discuter. Je me rends compte que je n'ai pas présenté les deux modérateurs et modératrices, à savoir moi-même, Robin Michalon, chercheur en histoire des sciences
et chargée de mission au débat public à l'Espace Éthique Île-de-France, et Brigitte Gaden, qui est psychiatre. J'ai pas noté l'hôpital. Au GHU, merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Nesringa. Je mets la slide. C'est un véritable plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour vous présenter ce travail. Je me permets de faire un petit commentaire sur cette slide parce que mes anciens collègues de travail d'un CMP d'un hôpital d'Île-de-France m'ont autorisé à partager cette blague qu'ils ont fait eux-mêmes face à une critique qu'ils ont reçue sur Internet. C'était un commentaire Google fait par un usager insatisfait. Ils se sont affublés de ces costumes de Teletubbies et ils ont affiché le commentaire dans leur poste de soins. J'ai trouvé que c'était une bonne entrée en matière pour vous présenter le travail que je vais vous introduire dans quelques secondes. Je m'étais, comme beaucoup de celles et ceux qui exercent dans ce qu'on appelle un métier du soin, calfeutrée dans la conviction de me battre aux côtés des personnes que j'accompagne contre l'entrave à leur liberté que peuvent constituer leurs symptômes, en tout cas certains d'entre eux. L'une des images que je me suis construite du travail du quotidien du soin en psychiatrie est celle d'une aventure partagée, durant laquelle, lorsque, et si tout se passe bien, dans une collaboration avec celles et ceux que je suis amenée à accompagner, nous parvenons à ébranler les certitudes morbides que la souffrance psychique peut infliger à l'humain. Mais bon, on n'est peut-être pas sur les bisounours. L'un de mes premiers jours d'exercice, lorsqu'une collègue infirmière m'a tendu une feuille de prescription de liberté, ça désigne la possibilité de s'habiller, d'accéder à son téléphone, de sortir dans le jardin. Je pense avoir pris une claque. Et conscience de l'exercice d'un pouvoir sur la liberté d'autrui que j'avais soigneusement englobé dans une représentation idéalisée des métiers du soin. Pendant les 11 années pendant lesquelles j'ai exercé mon travail auprès de personnes qui souffrent de ce qu'on désigne par les troubles des conduites alimentaires, à savoir des personnes qui souffrent d'anorexie et de boulimie et pour lesquelles un acte aussi anodin et vital que celui de manger devient une véritable gageure, je me suis souvent entendue répéter « il faudrait un minimum de jonction entre votre discours et la réalité ». C'était une réponse que je faisais souvent à des personnes qui, bien qu'en danger vital parce que proclamant une intention ferme de sortir de la maladie et de se soigner, mais en continuant à perdre du poids et à se mettre en danger, avait un énoncé un petit peu perplexifiant, on va dire. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai un petit peu commencé à réfléchir à la question de ce qu'on dit et ce qu'on fait. La parole, le discours, ils occupent une telle place dans le soin en général et en psychiatrie d'une manière que je suis tentée de qualifier d'exceptionnelle. Je me suis vue nourrir le désir d'en faire un axe de travail, de recherche que je partage un peu avec vous aujourd'hui. La parole et les actes. L'amorce du soin, ce qui en fonde la légitimité. Lorsque le discours, le comportement sont étranges, difficilement intelligibles, incompréhensibles, parfois inquiétants, voire dangereux, la demande de soins ne provient pas de l'individu. Elle peut être formulée par un tiers, un parent inquiet, un voisin importuné, voire l'État lui-même. La société moderne occidentale a confié à la psychiatrie la responsabilité, voire le devoir de contraindre aux soins ceux dont l'état de santé le nécessite. Ce qui donne quand même un relief particulier à ce champ du soin et l'inscrit dans une dimension relationnelle, mais aussi politique. Relationnelle parce qu'engageant dans une interaction un sujet souffrant, et celles et ceux auxquels incombe cette responsabilité de soigner, et politique parce que inscrit dans une réalité partagée, mettant en présence des droits, des devoirs, des libertés parfois conflictuelles entre individus au sein d'institutions. Je ne vous cache pas que je me suis amusée à faire ce travail, analyser dans le quotidien les paroles et les actes qui se déploient dans le quotidien du soin dans une unité sectorielle d'un hôpital d'Île-de-France. Ça avait une authentique dimension ludique et hédonique. Pas toujours, bien sûr, il n'y avait pas que ça, mais bon. Donc l'idée, c'était d'essayer d'interroger d'un point de vue éthique ce qu'on dit et ce qu'on fait. Je définis le soin comme l'interaction entre une personne en souffrance, en attente d'une aide, et un ou une professionnelle de santé, animée par la volonté de soigner. Il a été envisagé dans sa dimension relationnelle. La parole a désigné les différents énoncés provenant des professionnels comme des personnes en soins. Les affirmations, les critiques, les questions, les exclamations, les ordres, les souhaits ou les concessions ont pu rendre compte de ces différents énoncés. John Austin, dans une série de conférences qu'il a publiées en 1970, a distingué les énoncés performatifs des énoncés constatifs.
Il a distingué ce qu'il appelle des actes locutoires, l'acte de dire quelque chose, des actes illocutoires, l'acte de langage, de l'énonciation et l'acte perlocutoire, ce qui est produit par le fait de dire quelque chose. Il a soutenu que tout énoncé est d'abord une action. Mon enquête s'est déroulée entre juillet 2023 et 2024, à peu près sur une année. Donc dans une unité de psychiatrie de secteur, le secteur depuis les années 60 a été défini sur une logique de découpage géographique ou plutôt démographique avec l'intention proclamée d'accueillir sans discrimination toute personne en souffrance psychique. Je me suis appuyée sur 2 temps. Le premier est celui du staff ou transmission du matin qui se déroule entre les membres de l'équipe soignante, temps collectif qui inaugure toutes les journées de travail et qui donne le tempo de la manière de laquelle va se dérouler la journée. Le deuxième, c'est la causerie. C'est aussi un temps collectif qui réunit soignants et soignés de manière quasi hebdomadaire. La présence à cette réunion n'est pas obligatoire, mais l'ensemble des personnes en soins et des professionnels est incité à s'y rendre, souvent par la chef de pôle, parfois par le psychologue, j'avoue souvent par moi-même quand j'étais en train de réaliser ce travail. Le fonctionnement est réalisé d'une manière assez ritualisée, chaque personne se voit attribuer un rôle. Certains préparent le café, d'autres prennent des notes, on se présente et puis on parle du quotidien, mais des sujets collectifs, surtout pas des sujets individuels. Il me faut ici souligner que certains jours, l'enthousiasme des équipes soignantes pour la participation à la causerie était difficile, ne serait-ce qu'à imaginer. Il s'agit d'un temps où il n'est pas exceptionnel que les critiques adressées par les personnes en soins fusent. L'ambiance peut y être parfois électrique et je vous laisse deviner, les critiques, ça peut crisper. L'observation de ce 2 temps donc a été pour moi le support d'analyse des articulations possibles entre ce qu'on a dit et ce qu'on a fait. En soumettant à une analyse éthique des temps collectifs, des paroles ou de silence, dont je pense qu'ils sont non seulement constitutifs du soin à part entière, mais qu'ils déterminent dans une certaine mesure les actions dans le quotidien, j'ai tenté de m'inscrire dans une démarche qui ne cherchait ni validation ni critique. C'était pas toujours un exercice évident. En tant que membre de ce collectif, au sein d'une institution publique réunissant un groupe d'individus égaux en droit, avec des vulnérabilités distinctes mais communes à leurs conditions d'êtres humains, j'ai essayé de tenir compte tout au long du travail de ma place spécifique de médecin, de psychiatre au sein de ce collectif. Je me suis appuyée sur une méthodologie que j'appellerais participation observante. J'étais objectivement partie prenante. L'idée, c'était de m'inspirer d'une méthodologie de recherche en sociaux. La perspective phénoménologique, comme je cite, analyse méthodique et rigoureuse du rapport quotidien et ordinaire que nous entretenons avec le monde, m'a semblé un cadre épistémologique précieux pour essayer de réfléchir à ces questions. Un carnet d'observation personnelle et quelques enregistrements a été un petit peu le support matériel de cette réflexion. Les données relatives à la causerie ont été réunies par des comptes rendus de séances qui étaient parfois réalisés par des personnes en soins, parfois par des professionnels de santé. C'était d'une hétérogénéité, d'une richesse difficile à décrire. Le premier dilemme éthique auquel je me suis confrontée, c'est que bien qu'il s'agisse d'un matériel destiné à être partagé, collectif et énoncé comme tel, je me suis vue dire ce serait pas tout à fait satisfaisant d'un point de vue du respect de la confidentialité due aux soins, aussi bien qu'un travail de recherche, de partager ce travail-là, et j'ai fini par m'abstenir. J'ai commencé par décrire un petit peu les lieux et essayer de dégager les questions qui ont émergé. Elles ont été les suivantes. De quoi parle-t-on, puis que fait-on? Ça, c'était pour le staff. On parle d'eux et pour les autres, de ce qui ne va pas, des nouveaux, des isolements, de ce qui pose problème. À travers l'analyse de ce temps de délibération et en appuyant sur la théorie de l'agir communicationnel, à savoir d'Habermas, agir instrumental, c'est-à-dire un agir orienté vers une finalité dans le monde objectif, l'agir moral pratique, régulé par des normes en référence à un monde social et au vivre ensemble, et enfin l'agir expressif ou dramaturgique, orienté vers le monde subjectif. J'ai essayé de dégager les modalités collectives de qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Le deuxième temps est celui de l'observation de la causerie, où l'analyse était plutôt celle des comptes rendus de ces différentes séances. Donc, pareil, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, mais aussi des éléments de sens non accessibles de façon immédiate en recherchant les articulations entre les différents temps. Est-ce que ce qu'on dit pendant ces réunions
où on est réunis, soignants comme soignés, apparaît dans les transmissions du matin ou vice-versa. L'un des thèmes les plus frappants, j'ai envie de vous dire, c'était la récurrence, la répétition. C'était peut-être le plus éloquent, facteur opérant et agissant sur le déroulé des causeries et à ce titre pertinent à relever et analyser. Il me faut ici préciser que l'argument de la redondance et de la répétition des thèmes était le prétexte le plus fréquemment avancé, aussi bien par celles et ceux chez les soignants que les personnes en soins qui souhaitaient esquiver la causerie. Ça ne sert à rien, on parle toujours de la même chose. Je me suis retrouvée en train de poser la question de la valeur à donner à cette répétition. C'est toujours la même chose. La fréquence comme opérateur de résistance, comme marqueur d'importance, ou comme prétexte pour détourner l'attention et éviter finalement de construire une réponse. Les métathématiques qui ont surgi par la suite, en apparence extrêmement ordinaires, ont constitué le support suivant d'analyse, l'articulation du dire et du faire. Le temps, les horaires. À quelle heure est-ce que je peux me doucher? À quelle heure est-ce qu'on me donne les médicaments? Quand est-ce que je peux fumer? Le tabac, les cigarettes et la relation. Le tabac comme support de la relation. Le tabac comme objet de non-respect d'un espace collectif, les mégots dans le jardin du pavillon, c'était un sujet quasi inévitable à toutes les causeries. L'hygiène, la violence, le vivre ensemble, la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de ramener une nourriture de l'extérieur? La contrainte, le consentement, l'isolement, le questionnaire de satisfaction. J'ai volontairement choisi de partir du quotidien. Si Hannah Arendt n'avait probablement pas la psychiatrie en tête en évoquant la paradoxale pluralité d'êtres uniques, convoquer l'égalité et la distinction pour penser les paroles et les actes des protagonistes de la relation de soins, m'a semblé un fil conducteur passionnant, à même de déplier les enjeux éthiques susceptibles de se nicher dans un acte aussi ambivalent que celui de fumer ou dans un espace aussi privatif de liberté qu'une chambre d'isolement. En dehors de l'isolement, qui est un thème abordé dans les deux espaces de parole, le staff comme la causerie, ce qui est identifié comme problème lors des causeries apparaît très peu dans les transmissions du matin. Il s'agit pourtant de thèmes étroitement liés au quotidien. Je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit plus de se préoccuper de mégots de cigarettes dans un jardin que de patients en crise, contentionnés aux urgences ou en isolement. Mais peut-être que la question qui a émergé nous rappelle que le sens de notre travail ne va pas de soi, que l'éthique ne nous est pas acquise, quelle que soit la grandeur de nos intentions. Sans attention suffisante aux détails en apparence anodins du quotidien, au lieu d'être arrimé à l'éthique, le sien devient une exécution robotique, mécanique. La thématique de l'isolement illustre parfaitement la distance entre l'intention du soin et sa réception, et donc dans une certaine manière entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. En reprenant les dires rapportés par les causeries, l'isolement est perçu comme une mesure à valence éducative et aux conséquences potentiellement traumatiques. J'ai en tête les propos d'un patient qui nous a dit textuellement « celui qui jette son mégot dans le jardin, on le met 3 jours en isolement. » C'est tout trouvé. Lorsque le sujet du temps et des horaires ont été abordés, les paroles viennent nous rappeler que l'enfermement ne se limite pas à une porte close. Des horaires de repas, de prise de traitement, d'accès à une douche peuvent constituer un véritable enfermement. Resituer ainsi la parole dans le champ de l'action nous permet d'en interroger les conséquences. On sait qu'on ne peut pas les prédire. Il demeure possible, face à l'imprévisibilité des conséquences de l'action, de solliciter la délibération au service d'un engagement, celui de veiller à ce que les actions s'inscrivent dans une trajectoire d'une éthique du soin. On pourrait imaginer consacrer un peu de temps à ces questions du quotidien dans les transmissions du matin. Les actions sont multiples. Convoquer les actes de parole est susceptible de permettre un recul nécessaire au maintien d'une pensée mobilisée au service de l'éthique. Lorsque nous agissons, il est utile de solliciter le dire. Lorsque nous parlons, il s'agit d'une modalité du faire. Elle n'est ni incantatoire ni magique. Il s'agit potentiellement d'un outil pour articuler la pensée et l'action dans le quotidien d'un soin, soucieux de se maintenir dans une trajectoire de l'éthique. Lorsqu'on dit, on fait des choses. Et lorsqu'on fait des choses, il est utile de les dire. Et je vous remercie. Ouais, je pense que je peux suivre sur le papier. Un tout petit peu plus. Bon, comme tout le monde, je vais remercier de votre accueil aujourd'hui.
Et voilà, j'ai encore la tête pleine de ce que mes collègues ont dit, parce que ça m'importe très fort, parce que dans mon parcours de vie, j'ai été pendant 20 ans assistante sociale en psychiatrie, et j'y suis tombée parce que j'avais des raisons familiales d'y tomber. Donc voilà, je suis sensible aussi à cet aspect-là, bien que tout mon combat, même en étant professionnel, a été de penser, d'essayer de contribuer à l'émergence politique, je dis bien politique, d'une catégorie qu'on appelle usagers de la santé mentale et pas de la psychiatrie. Pour nous, c'est très important cette distinction parce que, effectivement, la psychiatrie n'est qu'une déclinaison pour nous de la santé mentale qui nous concerne tous. Et je vais essayer de vous parler un petit peu de cette pratique qui finalement s'étale sur presque maintenant 40 ans. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, on aime bien nous dire chez nous que le jour où des personnes qui sont peu habituées à parler seront entendues par des personnes qui sont peu habituées à écouter, de grandes choses pourront arriver. Donc c'est notre logo, hein, c'est notre référence. Et donc ça s'adresse à tout le monde, hein, parce que c'est pas seulement les soignants, c'est la société aussi qui est interpellée dans cette représentation de ce qu'on appelle la maladie mentale, ou je sais pas quoi, enfin en tout cas, il faut faire aussi changer les représentations qui sont en dehors de l'hôpital. Et comme tu le dis très bien, l'hôpital n'est pas un lieu en dehors de la société. Et donc c'est ça qui nous importe aussi, c'est de faire ce lien. Et donc nous on pense que les personnes elles-mêmes peuvent faire ce lien, parce que heureusement, on a aussi des gens qui ne font qu'un passage par l'hôpital et qui se retrouvent dans la vie, dans la vraie vie, j'allais dire, et qui vont être porteurs aussi de leur expérience et faire bouger aussi la société. Et on a parlé ce matin des associations de gens qui font bouger les questions de droit, hein, qui font évoluer le droit. Le droit est un droit aussi citoyen, donc il vous appartient, il appartient à chacun de faire évoluer le droit. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. Donc nous avons mis en place un réseau en pratique de peer advocacy, donc c'est vraiment une pratique qui se fonde sur l'idée d'un soutien apporté aux personnes pour qu'elles connaissent leurs droits et soient en capacité, alors ça c'est très important pour nous, d'être leur propre défenseur. Ça c'est un modèle québécois, hein, qu'on a été chercher avec nos copains là-bas. Cette idée c'est que, effectivement, quand je connais le droit, je peux me défendre par moi-même. C'est-à-dire que je peux aller solliciter des gens qui vont effectivement être avocats auprès de moi, oui, mais je peux aller chercher un médiateur pair, je peux chercher toute forme de médiation, vous voyez, mais il faut d'abord que je sois possiblement, que je puisse connaître le droit pour pouvoir l'agir. Et ça commence dans la vie de tout le monde, hein. Depuis la naissance, on est géré par le droit, hein. Depuis le moment où on nous donne un nom, eh bien nous sommes gérés par le droit, c'est très important. Donc depuis de nombreuses années, on va recevoir à peu près une centaine de demandes de soutien qui viennent de toute la France. Alors on ne sait pas trop comment les gens nous trouvent, mais ils nous trouvent, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de soutien par les instances publiques pour être connus, mais on est connus. Le bouche à oreille fonctionne finalement assez bien. Enfin bon, on peut toujours l'aider, hein, le bouche à oreille. Donc nous tenons des permanences d'accès aux droits et recours, notamment à Paris, dans un espace convivial citoyen qui est né en 2001 à Paris et qui a été agréé groupe d'entraide mutuelle, puisqu'on a beaucoup œuvré à créer des GEM, ce qu'on appelle maintenant les GEM, en santé mentale. Donc ces pairs avocates, c'est très important, sont des personnes qui sont concernées. Ils ne sont pas seulement concernés, alors il y en a qui sont concernés directement par la psychiatrie, l'enfermement, etc. Puis il y en a d'autres qui sont concernés aussi par la discrimination. C'est-à-dire que, en fait, c'est le combat commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pensée à avoir par catégorie, handicap, maladie, intel, etc. Il y a des formes de discrimination qui ont les mêmes processus et qui produisent les mêmes effets. Et donc notre idée, c'est d'amener ces personnes-là à prendre de la distance par rapport à leur expérience pour être aux côtés. On aime bien cette idée de s'épauler. C'est-à-dire on va s'épauler pour devenir son propre défenseur et donc connaître un peu mieux les lois et les formes de résistance et de résilience. Donc cette idée voilà, je parle à travers tous ces exemples-là qui nous arrivent donc quotidiennement, à peu près, je vous dis, une centaine par an. Donc le premier constat,
c'est que plus d'un tiers de ces demandes d'abord concernent des personnes hospitalisées sous contrainte et qu'elles nous disent ne pas être informées sur la loi. Vraiment, tout bêtement. Hein. Le premier prétexte, c'est l'état de santé. La personne n'est pas en état. Alors, oui, mais c'est quand même vraiment la première étape, c'est quand même de savoir pourquoi on va être privé de sa liberté. Donc, en gros, on l'a dit ce matin, on ne sait pas qui, finalement, est en responsabilité de... je n'ai pas tourné je n'ai pas tourné, excusez-moi, Voilà. Non, ça va être là. Donc, finalement, on ne sait pas qui est en mesure d'informer sur la loi. Vous avez vu ce matin, hein, on a bien évoqué est-ce que c'est le médecin le médecin lui-même dit, je ne sais pas si... Moi, j'ai envie de le faire parce que je pense que c'est un acte qui relève du soin. Et d'autres qui disent, non, ça, les histoires de loi, ça doit concerner les avocats. Voilà. Bon, donc, finalement... Et puis d'autre part, on ne sait pas du tout s'ils sont eux-mêmes, s'ils savent finalement ce que contient la loi. Moi, vraiment, en entendant ce qu'on me raconte, je me dis, c'est pas possible. Il y a vraiment un déficit, même de connaissances de base sur la loi. Et de toute façon, il n'y a pas d'obligation pour cette information, enfin, sur qui fait cette information. Et puis les sanctions, on n'en voit pas non plus la couleur. Donc, en l'absence de cette clarification, les personnes, finalement, elles vont répéter en boucle qu'on n'a rien compris, que c'est une erreur si elles sont là. Et donc, à chaque fois, on a une sorte de réaction de l'autre côté qui dit, vous voyez bien, il n'est pas critique sur ce qui lui est arrivé. Donc, finalement, ça justifie la poursuite des soins. Donc, finalement, ce qu'il faudrait peut-être comprendre, c'est que discuter sur la loi, comme on l'a vu ce matin pour les directives anticipées sur ce qu'on veut faire dans le soin, je ne trouve plus le mot, eh bien, c'est finalement un processus qui fait partie du soin. Parler du droit, ça fait partie du soin. Et donc, si on l'enclenche, ce n'est qu'un plus, on l'a vu avec ce que tu nous as raconté sur cette culture, du respect et de la parole, eh bien finalement c'est bien. Et puis, si on savait dire aux gens que c'est très important que leur certificat médical qui va finalement, s'il bouge, il va bouger dans la relation au psychiatre. Vous voyez, c'est des choses de base qu'on dit aux gens. On dit oui, quelqu'un me dit, moi je ne parle pas au psychiatre, je ne veux pas qu'il écrive n'importe quoi. Je dis, mais il va écrire n'importe quoi si tu ne lui parles pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et dire des choses comme ça, quand on est avec quelqu'un au téléphone, c'est en égal, en disant, écoute, voilà, tu as le choix, bien sûr tu as le droit de ne pas parler, mais sache que le psychiatre, il a ce rôle-là dans la loi. Ça, c'est important. Le rôle du juge des libertés, pareil, c'est très important. Il y a des tas de gens qui disent, voilà, je vais passer devant le juge, j'ai fait quelque chose de mal, il passe devant un juge. Vous voyez? Mais je le disais ce matin à Corinne Vaillant, c'est tellement encore le cas qu'on est, première chose qu'on dit aux gens, il y a un juge, mais c'est pour vous, c'est pas contre vous. Vous voyez? Bon. Et puis, l'histoire de ne pas revoir le juge. Ah oui, et là, je ne sais pas, c'est dans 6 mois que je vais revoir le juge. Non, il y a des possibilités de faire venir le juge avant. Mais comment on va se représenter devant le juge? On explique aux gens quel type d'argument le juge peut entendre, quel type d'argument le psychiatre peut entendre, ou l'équipe soignante. Vous voyez? Et ça, je pense que nous, on le fait en tant que père avocat. Je pense que les pères aidants le font. J'ai parlé tout à l'heure avec un père aidant qui m'a dit qu'il faisait aussi ce travail-là. Donc je pense que ça pourrait être encore aller plus loin pour trouver qui fait ce travail-là. Vous voyez? Et je trouve que c'est aussi du travail relationnel, beaucoup. Alors après, il faut que les personnes aient aussi accès à l'information, donc on l'a vu aussi ce matin. Un numéro à joindre, les moyens de téléphoner, alors, la confiscation du téléphone portable, bien sûr, mais après, ok, vous n'avez plus de portable, mais au moins que vous permettre de téléphoner dans le lieu. Il y a des endroits où la cabine ne fonctionne jamais, on n'arrive jamais à voir les gens, enfin bon, c'est terrible. Pour écrire une feuille une enveloppe, oui, il faut une enveloppe,
Et normalement, on n'a pas le droit de refuser à quelqu'un de joindre un avocat ou d'écrire à un avocat ou d'écrire à un juge. Et pourtant, il y a des tas d'endroits où on dit non, 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 non. Voilà. Donc ça, c'est pas respecter les gens. Alors, une meilleure connaissance de la loi par les soignants pourrait, par exemple, être de dire on va réinvestir les 72 heures d'observation. Ça, ces 72 heures, elles sont importantes. C'est avant qu'on décide de mettre les gens sous contrainte. Et ça, c'est comme si on l'avait perdu, vous voyez, ce truc-là. Donc, c'est une période qui pourrait permettre donc un espace pour travailler beaucoup plus investi. Et quelquefois, je me dis que les soignants ne savent pas que ça existe, ces 72 heures. Franchement. Alors, donc la recherche du consentement, ben voilà, il faudrait qu'elle soit systématique, même si on dit que la personne est sous contrainte. Donc l'explication du traitement donné, il y a encore beaucoup de gens qui prennent des traitements dont on ne leur parle pas du tout des effets secondaires, donc ils vont les vivre en pleine figure, si j'ose dire, prise de poids, perte de dents, parce que ça existe toujours, donc ça va bouleverser leur mode de vie, etc. Un grand nombre de patients qui ignorent comment elles peuvent faire évoluer aussi leur traitement, qu'elles ont le droit de discuter du fait d'avoir une piqûre qui les fait dormir pendant une semaine alors qu'elles ont une formation à la sortie et que ça peut peut-être évoluer dans une relation aussi avec le psychiatre, mais aussi quelquefois avec l'intervention du juge quand on est en programme de soins. Les gens qui sont en programme de soins ne savent pas qu'ils peuvent appeler le juge des libertés. Donc l'audience du juge aussi pourrait être complètement revue parce qu'elle est d'abord elle est mal connue, même par les soignants. Des fois ils accompagnent, ils en ont marre d'accompagner les gens, mais ils ne s'en servent pas, vous voyez ce que je veux dire. Et aider aussi au contact avec l'avocat. Moi, il y a des tas de gens, ils ne savent même pas qu'ils sont représentés. L'avocat ne s'est pas présenté, ils ne savent même pas comment le retrouver pour faire appel, donc ils sont sans avocat. Voilà, la loi finalement n'est juste respectée, vous voyez, conforme au droit, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de. Ouais. Alors, je ne vous parle pas de la question de la mise en isolement, le port du pyjama, la confiscation des portables, autres, l'impossibilité d'avoir une visite des proches, tout ça, souvent apparaît comme arbitraire, parce qu'il n'y a pas d'explication. Vous voyez, on se dit, tiens, le voisin il a le droit, moi j'ai pas le droit, voilà, on en est là, quoi. Donc pas d'explicité. Enfin, excusez-moi, il y a des endroits où c'est explicité, bien sûr. Hein. Moi je ne parle que des choses qui n'arrivent pas à l'heure, et il y en a beaucoup quand même. Donc tout ça est vécu comme des situations traumatiques, du traitement indigne. Donc voilà, les questions, peut-on se résigner à produire des situations de trauma, hein, alors qu'il y a de la souffrance psychique, comment serait approprié par les soignants ce rôle, hein, et puis voilà, le système institutionnel. Alors la question des pairs nous interpelle, hein, puisque je vous ai parlé des pairs advocates. On a protégé ce terme parce que pour nous c'est important, parce que l'advocatie c'est un plaidoyer, c'est une lutte, hein, qu'on mène depuis des années, et quand on est pair advocate, on a ce souci aussi de faire avancer un collectif. Je vais parler de politique tout à l'heure. Oui, la société elle a besoin de groupes politiques qui font avancer les choses. Donc si la personne fait partie de l'équipe soignante à égalité, il faudrait qu'elle soit d'abord à égalité. C'est pas sûr du tout que le statut en ce moment des personnes qui sont pairs à l'hôpital, père médiateur, père aidant, je ne sais plus comment on les appelle, est-ce qu'ils ont la même compétence? Oui, mais pas le même salaire, pas forcément le même statut. Ils ont le droit à une évolution professionnelle. Je parlais tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait que, oui, après, il a envie de devenir un véritable soignant, puisqu'il y est pratiquement, et il a une expérience dans ce sens. Pourquoi pas une évolution de carrière? Tout ça, c'est très important. Hein. Donc, les formes de médiation pair, pour nous, elles imposent un tiers hors du service. Même si ces médiateurs sont attachés, bien sûr, à un hôpital et une institution. Et puis, il faut qu'ils puissent avoir une reconnaissance sociale, un salaire, etc. Il faut qu'ils soient complètement, libres. Voilà. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on pense, nous, père avocate? Que la demande des personnes doit être reçue, qu'il n'y a pas a priori de paroles folles, non fondées. Une demande s'inscrit dans une relation. C'est notre humanité qui est en jeu. Les soignants sont en première ligne, certes, mais toute la société aussi doit être impliquée, que ça ne se passe pas à huis clos, vous voyez,
hein, et que la santé mentale nous concerne tous. Et je voudrais juste finir en demi-seconde sur des histoires que nous recevons. En ce moment, nous avons, par exemple, l'histoire, j'en ai deux, mais il y en a une qui peut-être vous frappera aussi. C'est une personne qui se retrouve à l'hôpital psychiatrique. Il est bien connu de l'hôpital. En fait, il habite un petit village, et dans son village, régulièrement, il va se retrouver dans des positions, voilà, avoir des problèmes avec ses voisins, et très souvent, c'est lui qui finit à l'hôpital psychiatrique. Il y a sans doute de bonnes raisons pour ça. N'empêche que dans ce que nous raconte cette personne, il a été l'objet d'une altercation, il s'est fait mal au poignet, il se retrouve à l'hôpital psychiatrique et il demande à porter plainte pour son agression qui s'est passée avant l'hôpital psychiatrique. Et donc, comme il est en soins contraints, on ne lui répond pas. Bon, on lui a laissé son portable. Alors, avec son portable, il appelle la gendarmerie pour dire voilà, il s'est passé ça avant que je rentre à l'hôpital et je voudrais porter plainte. Et donc, la gendarmerie lui dit non, c'est pas possible parce que vous êtes à l'hôpital psychiatrique. Et dans la foulée, ils appellent donc les soignants. Et donc, cette personne se retrouve en face de l'équipe soignante qui lui dit comment vous avez appelé pour porter plainte, etc. Vous êtes sous contrainte, vous le savez très bien. Et donc, il se fait mettre en isolement avec, pour la première fois de sa vie, des piqûres dans les fesses, dit-il. Hein, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas... Voilà. Et donc, cette personne, eh bien, on va lui dire, tu attendras la visite de l'assistante sociale pour porter plainte. Oui, 3 semaines après, l'assistante sociale est venue pour l'aider à porter plainte. Sauf que toutes les preuves qu'il avait de l'altercation, eh bien, c'était fini, vous voyez, c'était par vidéo surveillance, donc c'est fichu pour lui. Et malheureusement, eh ben, il a son poignet, il a eu qu'une radio, et là, son poignet est fichu, il se retrouve en invalidité, puisqu'il avait un travail manuel. Et donc, qui est responsable là, dans ce genre de choses? Voilà, c'est une aberration pour nous, en tout cas, d'accompagner cette personne, dire maintenant, quelle est l'instance qui va reconnaître que l'hôpital a fait ce préjudice pour moi, et qu'est-ce que je fais, et qui paye l'avocat, et qui m'aide à me défendre. Merci beaucoup. Je passe la parole à Brigitte Gaden qui a quelques questions pour les intervenants et intervenantes, qu'on remercie. Et je suis là dans la salle, levez la main si vous voulez poser des questions avec le micro. Bonjour à tous. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs de la journée pour toute cette matinée qu'on a partagée ensemble et puis cet après-midi d'échange que j'espère riche avec la salle. Je suis très heureuse de participer à cette table ronde que je trouve extrêmement riche. Je vais me permettre d'intervenir en tant que psychiatre de secteur en extra-hospitalier depuis une vingtaine d'années. Je ne rivalise pas tout à fait avec vous, mais bientôt. Pour dire que, en fait, je pense effectivement que la santé mentale, c'est l'affaire de tous. Que sur les centres médico-psychologiques, on est énormément sollicité de plus en plus pour parfois des états de souffrance psychologique qui ne sont pas forcément liés à des maladies mentales, d'ailleurs. Voilà. Que parfois, malgré toute la bonne volonté, le professionnalisme de chacun, un travail en équipe où chacun occupe sa place avec beaucoup de professionnalisme. Et puis, on va peut-être pas parler du fait qu'on aime nos patients, mais pourquoi pas. Je pense qu'il voilà, pour tenir très longtemps sur des fonctions comme ça, il faut avoir l'amour de son travail et des personnes qu'on a en soins. Malgré tout, il peut arriver, parce que je trouve qu'on n'en a pas tellement parlé aujourd'hui, que la maladie mentale soit telle que malgré tous les efforts, y compris des patients et de leurs familles, et puis les soignants, qu'il y ait parfois des troubles du comportement qui mettent en péril la vie du sujet, voire la vie d'autrui. C'est rare, mais ça arrive. Et dans ces cas-là, oui, il faut poser des limites. C'est notre fonction de soignant que de tenter de préserver la vie. Voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu de discours autour de ces limites
qu'il était compliqué de poser. Je vais peut-être aller un petit peu à contre-courant de ce qui s'est dit aujourd'hui, mais c'est ça aussi qui fait que c'est intéressant, à mon sens, c'est que, heureusement, qu'on a quand même des outils qui nous permettent, à un moment donné, d'éviter que l'escalade aille trop loin et que nos patients passent à l'acte contre eux-mêmes, éventuellement se mettent en danger parce que trop vulnérables, s'exposant même corporellement à d'autres patients. Il y a parfois des limites à poser parce que la personne n'est plus en état de les poser elle-même. Et souvent, quand on travaille sur la durée, nos patients remercient les équipes soignantes de l'intra. Malheureusement, elles ne l'entendent pas souvent, mais nous, en extra-hospitalier, on entend ces paroles-là de patients qui nous disent heureusement qu'à un moment donné, quelqu'un est venu pour limiter justement des débordements qui ne nous ressemblent pas. Parce que c'est difficile d'en revenir après. Voilà, donc je voulais me contenter de dire ça, dire aussi que la maladie mentale, c'est désorganisant, que parfois ça amène les gens en dehors de la réalité. Moi j'avais une psychologue qui me disait quand j'étais interne, n'oublie pas une chose tout au long de ta carrière, c'est que finalement le premier soin que tu vas dispenser à l'autre, c'est toi-même. Alors là, je dois dire que j'ai démarré dans la profession, ça m'a fait très peur. Mais je comprends mieux maintenant ce qu'elle voulait dire. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, quand on est en extra-hospitalier, on n'a pas les contentions, on n'a pas les isolements, on n'a que nous-mêmes face aux personnes et plein de professionnels pour ça. Et c'est vrai que finalement, on y arrive quand même la plupart du temps. Hein. Par contre, parfois, il faut quand même qu'on appelle les secours, mais c'est rare. La plupart du temps, on peut y arriver, effectivement. Moi, je pense que ce qui peut nous sauver, parce que quand même c'est difficile, et je suis très contente d'entendre parler de discours politique, c'est qu'on est quand même dans une période où finalement on cherche sans cesse à trouver des coupables par rapport à des fautes. Voyez ? Alors que finalement, on est, je pense, tous assez d'accord sur le fait qu'on est tous là pour essayer de faire en sorte que les personnes qui, à un moment donné, présentent dans leur vie un trouble psychopathologique ou une souffrance psychique, et face à eux, des personnes, des équipes, ou tout simplement des individus qui ne seraient pas des professionnels, qui soient à même de les contenir et de les aider. Et je pense que l'union fait la force. Et la grande chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des professionnels qui sont de formations très différentes les unes des autres. Si on se fait confiance dans nos domaines respectifs de compétences, et si on réussit à parler le même langage, parce que là on avait un débat où finalement on se rendait compte que les juristes, les psychiatres, on jargonne tous, si on réussit à parler le même langage, ou en tout cas si on a tous la curiosité d'essayer de comprendre ce que veut dire l'autre, y compris nos patients bien évidemment, je pense que c'est quand même une clé peut-être vers un semblant de solution. Et en tout cas, il y a l'idée d'une commission qui avait été, je vous laisserai prendre la parole, d'une commission peut-être tierce pluriprofessionnelle par établissement, qui pourrait peut-être être une instance intéressante à condition que ce soit des soignants, des pères aidants, des juristes qui ne soient pas engagés directement dans les situations, peut-être à visée consultative. Mais bon, c'est important d'essayer de trouver en tout cas des solutions. Voilà. Mais on va vous laisser réagir. Merci beaucoup. Oui. Merci. Je vais répondre de suite sur la commission. En fait, ça fait référence à ma thèse lorsque je l'ai soutenue en 2013. Dans les pistes que j'avais évoquées, oui, dans les pistes que j'avais évoquées dans ma thèse à la fin, j'avais suggéré, alors je rêvais bien entendu, mais j'avais suggéré une transformation de la commission départementale des soins psychiatriques en juridiction. Sachant que la commission départementale des soins psychiatriques, qui a des prérogatives, et qui était jusqu'en 2017 présidée par un magistrat, aurait très bien pu assurer ce rôle de juridiction pour les soins sans consentement. Je voulais dire aussi, ça m'est sorti de la tête,
Oui, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Sur cette question, oui, pardon, j'y reviens. En fait, cette juridiction, entre guillemets, si elle avait vu le jour comme dans mes rêves, elle aurait pu aussi se voir attribuer une compétence plus générale sur l'ensemble des libertés mises en jeu, et non plus seulement sur celle d'aller et venir, celle qui est contrôlée par le juge des libertés, mais notamment toutes ces restrictions ou privations de liberté au quotidien que sont la privation du téléphone portable, par exemple, l'interdiction de visite, etc., qui, dès lors qu'elles ne sont pas motivées, constituent effectivement des fautes de l'administration à l'égard des patients. Et hélas, aujourd'hui, ces litiges-là ne sont pas dans le périmètre d'action du juge judiciaire. Ce qui fait que concrètement, aujourd'hui, si un patient veut contester le fait qu'il a une interdiction de visite ou une interdiction de téléphone, juste au passage, du point de vue du droit, on est quand même dans l'application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à une vie familiale. Le maintien du lien, on est là-dedans, clairement. Donc, applicable en droit interne, je veux dire, c'est verrouillé d'un point de vue des libertés. Donc voilà, donc si vous voulez, on aurait pu avoir quelque chose qui soit plus efficient et qui couvre l'ensemble des problématiques de privation de liberté concernant les malades mentaux lorsqu'ils sont hospitalisés. Voilà. Ça, c'est sur la commission, mais bon, ça n'a pas vu le jour, puisque, au contraire, il n'y a plus de magistrats maintenant dans la commission départementale des soins psychiatriques, donc la question est réglée. Après, juste, je voudrais revenir sur ce qui a été dit au tout début. Je suis heureux de voir qu'il y a des unités où on travaille bien et on travaille dans un bon état d'esprit. Et ça, je suis ravi de le voir. Et pourquoi ? Je crois qu'il faudrait peut-être revenir à la boussole. Qu'est-ce qui empoisonne la vie d'une unité ? On l'a vu dans les trucs. Le patient, il vient toutes les 3 minutes me demander une clope. Il vient me demander son téléphone. Voilà. Alors, par rapport à ça, la règle, elle est la suivante, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, et on revient aux fondamentaux. Le 3211-3 du Code de la santé publique. Et les restrictions à l'exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état mental, à la mise en œuvre des traitements requis, en toutes circonstances, la dignité de la personne. Ça veut dire concrètement que, contrairement à ce qu'on peut encore voir dans certaines unités, en tout cas moi je l'ai vu et je m'étais battu contre ça et j'avais réussi à inverser la tendance, on a encore des unités où par principe, dès l'entrée, eh c'est pyjama obligatoire, c'est retrait du téléphone, c'est retrait des cigarettes. Arbitraire, complet, sans appréciation du point de vue de la pathologie. Alors que, je viens de vous lire le texte il ne dit pas ça. Il dit oui, on peut éventuellement restreindre l'accès au téléphone. On peut éventuellement gérer les cigarettes pour le patient. Oui, c'est possible. Mais c'est au regard de son état mental et du traitement qui le concerne, lui, personnellement. Alors évidemment, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut avoir une approche personnalisée de chaque situation de chaque patient et que le psychiatre se mouille, entre guillemets, dans chaque prise en charge. Dans l'absolu, c'est plus facile de dire pas de clope, pas de téléphone. Oui, bien sûr. Sauf que ça empoisonne de la vie au quotidien de l'unité. Clairement. Et ça, en fait, ça fait monter les tensions. Ça amène des situations classiques qui, du coup, derrière, vont amener peut-être à des situations d'isolement, de contention, par frustration, etc. Voilà, c'est les enjeux, ils sont là, c'est pas neutre quand même comme situation. Voilà ce que je voulais juste pour réagir au tout début de votre intervention. On voit bien qu'on est vraiment à des endroits très différents de la question des transformations politiques des pratiques, puisqu'on est à la fois sur la thématique, comme celle de la table ronde, de la critique ordinaire, et en même temps de sa retranscription dans des dispositifs qui peuvent aller jusqu'à des commissions juridiques à très haut niveau, entre guillemets, et l'articulation entre ces différents niveaux est parfois complexe. Est-ce que quelqu'un aurait des réflexions ou des questions sur le sujet ? Oui. Merci. Alors j'ai un peu hésité depuis ce matin parce que moi je suis dans un champ qui est assez à part, mais je refais un petit peu un lien avec ce qu'a dit Anne Caron. Parle plus fort ? Plus. Ah, pardon. Voilà, Anne Caron d'Église en avait parlé ce matin. Je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs et j'exerce en indépendant.
Donc elle a évoqué un peu cette situation aussi ce matin, des personnes qui, alors du coup je ne vais pas reprendre, font l'objet ni être sous tutelle, mais donc qu'on accompagne par le biais de mesures de tutelle ou de curatelle. Et du coup, je suis venue, enfin je vous remercie déjà parce que je suis venue justement, c'est bien que ce colloque soit ouvert, ça me permettait aussi d'entendre peut-être certaines choses parce que moi j'ai une situation très particulière que je ne vais pas évoquer ici où j'ai un énorme questionnement. Alors je voulais juste témoigner un petit peu sur ce fait que déjà là quand on est sur le juge de la liberté de JLD et les soins en fait contraints, alors nous par exemple aussi on a une place où j'avoue que c'est très difficile de se positionner. Par exemple c'est vrai que c'était intéressant de le voir tout à l'heure, mais moi je ne suis jamais allée à une audience du JLD, même pour des protégés, parce que généralement c'est un document écrit, enfin toujours c'est un document écrit que je reçois, et que généralement l'audience, quand je reçois le document, elle est passée. Et parfois j'ai pu avoir le sentiment un peu qu'il pouvait y avoir une double peine pour certaines personnes qui ont déjà leur, alors je ne vais peut-être pas avoir les bons termes, hein, leur situation de handicap ou autre, et qui en plus là c'est un stade où ils ont absolument besoin d'une mesure de protection. Là en l'occurrence je parle d'une personne où il y a une mesure de curatelle simple qui a été aggravée en curatelle renforcée, ça fait 5 ans que je le connais, où on a une mesure de tutelle. Et j'ai aussi, moi, certaines difficultés, peut-être que c'est pas bien présenté au niveau de notre métier. On a parfois, souvent dans ces situations-là, des mesures où on a aussi une représentation non seulement au bien, mais à la personne. Et là, c'est très difficile pour nous, en fait, de savoir, enfin, je parle pas au nom de tout le monde, mais de pouvoir, moi, ça m'arrive de contacter récemment, j'ai une personne qui est sortie pour vice de procédure de détention provisoire. Donc après, je ne savais pas trop où il était et en fait j'essaye de contacter, de rentrer en relation avec les CMP et les services de psychiatrie quand il est hospitalisé. Là, pendant à peu près 10 jours, j'ai appelé, je demandais à ce qu'on me rappelle, je leur expliquais que ça faisait 5 ans que j'étais inscrite à peu près partout et que je ne sais absolument pas où il est, ce qu'il y a et ce qu'il faut faire. Alors en plus, nous, on a le JLD, il y a une articulation pour nous en fait. Ah pardon. Sur la question, en fait, moi j'étais plutôt sur un témoignage et peut-être le fait de dire que oui, nous, en fait, sur ces mesures-là, c'est le juge alors je fais attention, des contentieux et non pas des contentions, le juge des contentieux de la protection aussi qui intervient, on relié à tout ça. Et moi je peux avoir aussi parfois, en tant que mandataire, les juges d'instruction. Et il m'arrive de recevoir des ordonnances auxquelles j'ai une ordonnance, comment dirais-je, des ordonnances et après une expertise psychiatrique à laquelle je ne comprends que très peu de choses. Voilà, et ma question c'est un petit peu de savoir, alors sur le nombre de personnes, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont des mesures de protection, et l'idée c'est comment est-ce qu'on peut être peut-être mieux intégré ou mieux connu, parce que moi franchement je cours après pour expliquer un petit peu mon travail et demander, pour pouvoir faciliter l'autonomie de cette personne, demander en psychiatrie à contacter les psychiatres notamment et les soignants. Juste par rapport parce que l'autre partie de notre boulot, c'est beaucoup les tutelles, les curatelles, etc. Nous, on pense que certaines sont abusives. Excusez-moi, madame, hein, je prends le... Mais il y a quelque chose qui est important pour vous à savoir, c'est que quand vous représentez une personne, ou même si vous n'avez pas cette partie-là de la représentation, vous pouvez, pour la personne, l'aider à avoir un avocat, tout simplement. Voilà, alors d'entrer en contact. Voilà. Alors les soignants, normalement, hein, ils ont une obligation par rapport à vous, dans la loi. Dans la loi. Donc ça veut dire qu'une fois encore, les soignants, si vous n'arrivez pas à les joindre, s'ils ne le font pas d'eux-mêmes, il y a un problème, c'est qu'ils ne connaissent pas la loi, parce que normalement, quand on est tuteur, et en plus tuteur à la personne, effectivement, ça doit être... vous êtes une personne complètement intégrée. Nous, on a plutôt le problème où on va demander au tuteur de parler à la place de la personne. Nous, c'est plutôt ça qu'on a dans nos cartons. Mais vous avez raison, ça peut aussi arriver de l'autre côté, mais là, je ne comprends pas, parce que autour de moi, les psychiatres qui sont là, je vais leur laisser le micro, mais je pense qu'ils pensent à vous très vite. En tout cas, c'est assez essentiel pour arriver à accompagner correctement quelqu'un, qu'on arrive à instaurer un dialogue avec tous les interlocuteurs concernés par les soins de la personne, évidemment. Maintenant, s'il y a un
état de fait, c'est que je pense que pour l'instant, on est dans un niveau d'hétérogénéité des pratiques assez exceptionnel. Et malheureusement, je ne suis pas surprise par ce que vous me dites, même si j'ai eu l'occasion dans un exercice quotidien d'observer que on arrivait à travailler très bien avec des mandataires judiciaires, des curateurs. Les deux sont possibles, voilà, ils sont informés. Oui, donc petit point d'information, je me tourne vers madame, mais qui ne m'écoute pas, qui est tournée vers... Voilà, je me tourne vers vous, madame. Là, je vous parle donc en tant que juge des libertés et donc de l'aspect le plus concret et matériel des choses. C'est-à-dire que le problème, c'est que lorsque les personnes sont admises donc en hospitalisation, soins sans consentement, souvent tout de même dans un certain état de confusion, il y a déjà une perte de temps objective dans le fait que nous ne savons pas, ou même que l'hôpital éventuellement ne sait pas que la personne est sous mesure de protection. Donc il y a une très grande perte de temps. Par la suite, donc effectivement, qui peut être, si l'information est donnée par le patient, dans le meilleur des cas, il faut qu'il y ait une vérification auprès des services de tutelle pour se faire adresser donc la mesure de tutelle qui est effectivement légitime à ce moment-là, que soit fait appel au tuteur et à la tutrice. Donc ces considérations matérielles prennent malheureusement une grande place, qui fait que le délai de 12 jours venant très rapidement s'imposer, effectivement, alors nous constatons souvent que les mandataires judiciaires ou tuteurs ou tutrices d'ailleurs sont informés du coup à la dernière minute, par écrit, parce qu'il faut également savoir de quel service vous dépendez exactement, et bien souvent dans l'impossibilité de se déplacer. Mais c'est une chose que nous regrettons vivement, parce que je peux vous dire que les juges des libertés sont tout à fait favorables à entendre et à voir s'exprimer le maximum de personnes concernées par la personne hospitalisée. Voilà, donc c'est une part importante de la réalité des choses. Je vous remercie pour ces retours. Et moi, le but, effectivement, est de dire qu'effectivement, je pense que c'est dans une réflexion sur comment ça s'articule. Je précise aussi que moi, j'exerce en Seine-Saint-Denis. Et alors, je ne sais pas comment ça va, je pense qu'il y a beaucoup de tensions partout. Les personnes sont influencées. Je constate d'autant plus d'ici 2 ans, depuis 2 ans, pardon. Et effectivement, le but, c'est pas de dire, moi, je fais très bien et pas les autres, c'est de dire, voilà, d'essayer de trouver vraiment comment on peut fonctionner ensemble. Sinon, parfois, il y a une peine pour certaines personnes. Ouais, je pense que c'est une conversation très importante qu'il faudra prolonger probablement à la pause café. Maintenant, je prends les questions strictement à nos intervenantes et intervenants qui ont fait des propositions très intéressantes et qui méritent certainement d'être discutées elles aussi. Oui, merci. Bonjour. J'interviens en qualité de coordonnateur d'un projet territorial de santé mentale, le Val-de-Marne en l'occurrence. Et donc une remarque et une question. La remarque, c'est que dernièrement, on a essayé de travailler sur un schéma départemental des urgences psychiatriques qui nous a fait travailler la question très en amont de l'hospitalisation, voire de l'hospitalisation sous contrainte. Et on s'est rendu compte que de la très grande, vous le citiez tout à l'heure, hétérogénéité des pratiques qui sont essentiellement dues aux contraintes d'organisation des services, qui sont essentiellement dues aux contraintes de ressources humaines dont ils disposent. Et très clairement du nombre de postes vacants non pourvus qui fait que les gens travaillent dans des conditions absolument abominables parfois. Donc ça découle sur ma question qui est, vous en tant que praticien sur le terrain, est-ce que vous voyez les choses évoluer et dans quel sens, sachant que statistiquement on dit que les conditions, enfin l'organisation démographique est plutôt en train de se détériorer et va continuer à se détériorer. Et vraiment, on a rencontré tous les services d'accueil d'urgence qui sont susceptibles de prendre en charge des personnes avec des troubles psychiques ou psychiatriques. Et c'est même en avant, alors je rebondis sur ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, c'est même en avant de l'hospitalisation qu'il y a des limitations de liberté, puisque partout où il y avait des contraintes démographiques qui faisaient que c'était très compliqué dans les services, il y avait le protocole pyjama.
pour la bonne et simple raison que les gens ils arrivent à poil en pyjama et au moins on est sûr qu'ils ne vont pas partir. Et ça évite d'avoir à les surveiller, et ça évite d'avoir à prendre le risque et la responsabilité éventuellement pénale derrière, ou enfin responsabilité professionnelle en tout cas, en cas de problème et en cas de départ de la personne, avant même le diagnostic. Parce que entre le moment où la personne arrive et le moment où le diagnostic est posé, il peut se passer plusieurs heures. Donc voilà, donc la question c'est... on voit bien que les gens voudraient tout... Enfin, je n'ai pas rencontré une seule personne qui ne voudrait pas, qui n'aspire pas à travailler, comme ça a été dit dans les cas exemplaires. Mais il y a aujourd'hui une très grande difficulté à déployer ce genre de choses, et j'ai pas l'impression que partout ça aille dans le bon sens. Ça m'inquiète un peu. Voilà, j'aimerais votre avis là-dessus. Je pense qu'on va être deux à répondre. Je crains que ce soit dans le même sens. À savoir que, voilà, plus le temps s'écoule et plus les moyens sont réduits. On peut compter sur des gens très expérimentés sur le terrain, mais qui s'essoufflent. Alors, j'ai aussi tendance à... Peut-être que c'est une impression liée à mes conditions de travail à moi, mais on parle beaucoup de l'hôpital. Il y a eu une tendance à de nouveau à ce qu'il y ait un hospitalocentrisme. Ce que j'ai connu il y a très longtemps, mais ça avait complètement changé. Les moyens étaient sur l'extra-hospitalier. Et puis, depuis environ 2 ans, moi, sur mon CMP, je suis en souffrance médicalement. De façon très nette, on a un cadre qui réussit à être très attractif vis-à-vis des infirmiers. Moi, j'y arrive moins, on dirait. Mais c'est très problématique, avec plein de situations particulièrement difficiles, notamment pour les jeunes. Sur notre CMP, on a un accueil jeunes adolescents, mais en fait, le truc, c'est que c'est rare, parce qu'il faut des compétences et du temps, encore plus que pour certains patients qui ont des psychopathologies chroniques. La situation est très préoccupante, d'autant que, moi, ces derniers temps, j'avais même recours aux praticiens de ville, ce qui m'est jamais arrivé quand vraiment ça débordait trop. Mais le problème, c'est que les médecins en ville ne sont pas accessibles à tous. Et on est quand même dans un pays où jusque-là, une des grandes fiertés qu'on pouvait avoir, c'était celle de permettre l'accès à tous à des soins de qualité. Je voudrais rajouter que pour aussi des plus jeunes, c'est quand même dissuasif, l'hôpital psychiatrique. Je ne sais pas, mais regardez autour de vous, ouvrez les yeux, vous leur dites qu'ils vont aller dans... Il y a des endroits accueillants, certes, mais quand même, il y a des endroits où on y va à reculons quand même. Donc on attend effectivement la gravité de la situation, enfin tout le monde attend la gravité, aussi bien l'entourage qui pourrait avant essayer de trouver d'autres formes voilà. Donc moi, je ne sais pas, mais dans mon temps, il y avait encore des centres d'accueil et de crise. Pourquoi ça n'existe plus ? Parce qu'on n'a pas les moyens, sûrement. Mais n'empêche que c'était bien parce que ça permettait de dédramatiser la rencontre soignant, psychiatre. Et puis, effectivement, moi je me rappelle Claude Louzoun, là, on était en train de rêver à une psychiatrie qui était hors les murs et qui accueillait le début d'une crise qui était quelquefois... les prémices de quelque chose il fallait s'en occuper, quoi. Et l'humain, il faut s'en occuper, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas condamné à avoir des grands malades mentaux chroniques. Non, la chronicité, on la fabrique. Arrêtez, c'est nous qui la fabriquons. Par contre, qu'un jeune, on le prenne au début de ses troubles, qu'il ait un endroit où parler, qu'il n'ait pas peur de rester 1 mois hospitalisé, que sa vie s'arrête, qu'il ne soit pas bourré de médicaments, mais qu'il ait aussi des gens, parce qu'il ait le médicament qu'il lui faut, mais qu'il puisse parler des effets secondaires sur sa sexualité. Combien de gens nous disent « je ne peux plus bander, je suis un homme, je ne peux plus bander », c'est important, enfin excusez-moi, mais pour les femmes c'est autre chose. Je prends 30 kilos, j'ai envie d'avoir des gens autour de moi qui m'en parlent. Quand vous avez 20 ans, comment on fait avec ça ? Enfin, soyons réalistes. Je ne sais pas, moi je suis vieille, mais je pense aux plus jeunes, quoi.
Il faut leur offrir une porte d'entrée. Effectivement, ça demande une démarche politique parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour ça, pour cette politique ambitieuse en santé mentale. Et je dis en santé mentale parce que c'est hors de l'hôpital. Voilà. Oui. Je ne peux pas m'en empêcher, je partage, j'ai envie de dire malheureusement ce constat que, particulièrement dans des lieux d'accueil d'urgence où on est supposé être d'une réactivité exemplaire face à la détresse de quelqu'un et d'apporter des réponses adaptées, évidemment qu'on n'a pas les moyens qu'on devrait avoir pour apporter un soin de qualité, malheureusement c'est un constat partagé. Après j'ai envie de dire que ne serait-ce que d'avoir la chance d'être réunis autour de tables multiples aujourd'hui, dans un temps comme celui-là, où on est dans des pratiques complètement diverses, complémentaires, et j'ai pas l'impression qu'on soit en train de se congratuler ou de se dire la situation est désespérée, il n'y aura pas de solution, mais il semble de plus en plus manifeste que des alternatives sont à construire. Lesquelles, ça c'est je pense la question qu'il faudra vraiment mettre sur la table et voilà. Il y a beaucoup d'exemples de pratiques quand même qui sont intéressantes. On a parlé de plein de pays ce matin. Franchement, on les a les catalogues. Hein. Oui. Oui, je voulais réagir un peu sur la question des moyens, dans la mesure où c'est vrai que c'est des débats qu'on a au sein de la recherche PledCare. C'est effectivement une question centrale, hein, la question des ressources, des moyens financiers, humains, etc. Mais je voulais juste souligner aussi par rapport à ça qu'entre l'unité 1 et l'unité 2, là, que j'ai présentée, qui, vous le voyez, était très différente, ben, en fait, finalement, dans l'unité 2, il n'y avait pas davantage d'infirmiers. Non, ça ne se jouait pas là. En revanche, il y avait des équipes stables, il y avait des professionnels qui avaient envie de rester dans l'unité. Il y avait moins donc, de turnover, mais il y avait aussi moins d'absentéisme. Et globalement, il y avait un établissement qui n'avait pas de problème de recrutement, ou en tout cas dans vraiment une moindre mesure. Mais par contre, c'est important, alors du coup, et c'est un hôpital qui n'est pas mieux doté non plus par la dotation annuelle, donc par rapport aux autres hôpitaux de la région. Mais en revanche, alors là, ça nous amène du côté de l'histoire. Qu'est-ce qui fait que cet hôpital est attractif? Et en fait, ça ne tombe pas de nulle part. Et on l'a compris en faisant des entretiens, en allant voir les archives, etc. C'est que cet hôpital, à un moment donné, où il y a eu des problèmes de recrutement d'infirmiers, et où il y a eu un directeur général qui est arrivé, on va mettre des aides-soignants, on va réduire, enfin, on va enlever des infirmiers dans les équipes. Il avait face à lui une communauté médicale soudée, et notamment il y a un collège médical dans cet établissement, ce qui n'est pas du tout le cas dans tous les hôpitaux psychiatriques. Et il y a un collège médical qui s'est mobilisé, qui a dit non, on ne va pas faire cette réforme. Et en fait, on va réfléchir à comment donner à des infirmiers envie de venir dans l'hôpital. C'était une époque où effectivement tous les hôpitaux pouvaient rencontrer des problèmes de recrutement. Et ils ont essayé effectivement de trouver des solutions. Et ils y sont parvenus. Aujourd'hui, c'est un hôpital qui ne rencontre pas de problème pour recruter des infirmiers parce qu'à un moment donné, ils se sont posé la question de savoir comment produire des conditions de travail plutôt favorables qui donnent envie. Voilà, donc après c'est vrai qu'il y a un problème globalement structurel, hein, et que si tous les hôpitaux, effectivement, on peut se poser la question, hein, effectivement, du ratio au niveau national, etc. Mais je voulais répondre quand même à travers l'exemple de cet hôpital qui n'est pas mieux doté, mais qui est juste plus attractif, et qui se fait accuser de dumping, hein, par les autres hôpitaux de la région, mais ils disent, mais attendez, non, nous c'est juste que on essaye de travailler aussi le bien-être de nos professionnels, quoi. Voilà. Merci de la transition, parce que je voudrais revenir sur la vie institutionnelle et la vie de l'unité de soins, parce que c'est le cœur du réacteur pour ce qui nous intéresse en fait. C'est qu'est-ce qu'il se passe, cette interaction dans une unité de soins. Et insister sur un point sur lequel on n'est pas venu du tout, c'est la place du binôme cadre-psychiatre dans le système. Je crois que ce qui est fondamental, parce que juste, je reviens un peu en arrière, une unité de soins psychiatriques n'a absolument rien à voir avec un service de médecine ou de chirurgie. Il faut bien se le mettre dans la tête, strictement rien. Service de médecine ou de chirurgie, vous avez des patients qui peuvent circuler ou pas, qui sont alités, etc.
Un service de psychiatrie, vous avez des personnes qui circulent, certaines sont radicales, certes, mais vous avez des personnes qui circulent et qui interagissent. Alors, qui interagissent bien, qui interagissent moins bien. Lorsque vous avez des problèmes, par exemple, de deal de toxiques dans une unité, il faut pouvoir gérer ça. Et je pense que le binôme cadre-psychiatre est fondamental parce que ils sont, je dirais, la tour de contrôle de ce qui va se passer. Et les régulateurs de ce qui va se passer dans l'unité et les intervenants pour réguler les éventuels différends qui ne manqueront pas de se faire un jour. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que la tendance aujourd'hui, c'est de considérer que tous les cadres de santé peuvent travailler n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, grosso modo. C'est quelque chose que j'ai vécu, moi, dans mon établissement, avec l'arrivée de personnes qui venaient de réanimation dans des unités d'admission. Je vous le dis, catastrophe. Catastrophe. Voilà. Et ça, c'est quand même un tournant qui est vraiment problématique, alors qui a un lien aussi avec une évolution liée à l'effacement de la psychothérapie institutionnelle au bénéfice de la cérébrologie, pour faire très caricatural et aller très vite. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre une dernière question, monsieur. Bon, deux, mais essayez de faire de façon synthétique tous les deux, s'il vous plaît. C'est rapide. Philippe Pupi, je suis cadre de santé sur plusieurs CMP, parce que maintenant les cadres de santé, ils ne sont pas juste sur une unité, sur 5, 6, 7, 8, 9 unités. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut être en termes de management, quand on sait que le management, il est normalement au service du patient par le biais du bien-être qu'on peut créer sur nos unités auprès de nos équipes. Moi, je voulais faire deux petites réflexions. Vous avez évoqué tout à l'heure, madame, effectivement, les discriminations qu'on peut retrouver à l'hôpital. Oui, l'hôpital, c'est un lieu de discrimination, il faut le dire clairement. Bien sûr, c'est aussi un lieu de bienveillance et de soins, mais selon votre âge, que vous soyez vieux, jeune, selon votre genre, selon votre sexualité présumée, votre couleur, votre religion, vous n'êtes pas accueilli de la même manière par différentes personnes. Le deuxième point, ça concerne plus votre première intervention. Effectivement, on peut toujours se questionner qu'est-ce qui fait que dans certaines unités, ça marche très très bien, dans d'autres pas. Moi, j'ai été infirmier pendant 17 ans, cadre pendant 10 ans, et j'ai rencontré, parce que j'ai beaucoup bougé, j'ai fait pas mal d'unités, j'ai rencontré effectivement ces disparités. Et j'ai pas d'explication, j'ai pas de solution. Je suis cadre aujourd'hui. Bon, mon propos, c'est de faire en sorte que les soignants ils soient heureux de venir au travail, qu'ils se sentent en sécurité. Mon travail, c'est aussi la qualité des soins auprès des usagers, parce que c'est moi qui suis garant de ça. Alors, des fois, je me l'explique un peu, cette disparité, par le fait que moi, je suis infirmier diplômé d'État à la base, et c'était une des premières années, je crois, on avait fait ce diplôme, du moins le diplôme en psychiatrie venait disparaître. Et en fait, c'est vrai que pour un infirmier, travailler en psychiatrie, c'était perçu comme quelque chose, à ce moment-là, qui n'était pas très valorisant. Parce que ce qu'on nous demande, c'est des axes, c'est de la technicité, en oubliant que le soin en psychiatrie ou en santé mentale, c'est technique. Un entretien, c'est technique. Mais le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, dans les écoles, les formateurs même dans les écoles disent aux élèves infirmiers, surtout ne commencez pas par la santé mentale, vous allez tout perdre. Un infirmier en santé mentale peut travailler n'importe où. On prend n'importe quel clampin dans la rue, on lui montre dans un service comment on fait une injection, il sait la faire. En revanche, savoir se poser, écouter, les silences, reformuler, juste être à côté, juste un regard, ça s'apprend au fil du temps. Le problème aujourd'hui, c'est que les infirmiers, on est sur des générations qui restent très peu de temps maintenant sur les unités, 1 an, 2 ans, grand maximum, qui pensent avoir fait le tour de la question en quelques mois et qui ont besoin de curiosité, qui sont curieux, ça c'est un avantage, ça peut être un moteur d'être curieux, d'être dynamique, mais qui malheureusement ne s'inspirent pas, n'intègrent pas la culture du soin, l'histoire du soin, l'histoire d'une unité, d'un service, et malheureusement on se retrouve comme ça avec des personnes qui sont un peu dans... Et là, c'est là où on a beaucoup de parallèles avec les patients, on parle de nomadisme chez les usagers, mais nous aussi, on a des soignants qui font du nomadisme et qui vont 6 mois par-ci, 1 mois par-là, 1 an par-ci, 2 ans par-là, et on ne peut pas s'inscrire dans le soin comme ça, c'est très compliqué. Merci monsieur, on va vous donner le mot de la fin. Oui, enfin bon, moi je suis à la retraite depuis maintenant longtemps, mais j'ai gardé le goût du contact avec les psys, ayant travaillé à l'aide à l'enfance d'abord, d'autres postes ensuite, et puis moitié de ma carrière en tant que responsable pédagogique au CNFPT qui forme les travailleurs sociaux, médico-sociaux, donc c'était en région parisienne. Mais j'ai envie de poser la question qu'on est quand même dans un cadre qui est quand même assez dramatique, c'est-à-dire que tous les services publics, ou la plupart d'entre eux, font faillite, prennent l'eau,
l'enseignement, on le sait bien, la justice, etc. La défense va prendre le gros morceau très probablement dans les années qui viennent. On parle de plus en plus à doter plus encore, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français. Voilà, donc dans ce cadre-là, qu'est-ce que vous pensez de ce que la presse ou disons les médias un peu sérieux, je pense Le Monde vient de faire un article 3 jours durant qui croise fortement le thème d'aujourd'hui, n'en ont pas parlé je crois, mais ça me paraît intéressant. Qu'est-ce que vous en avez pensé comme façon d'avertir le grand public, je dirais? Et puis également le Arte a ressorti un documentaire que j'avais déjà vu il y a 1 an ou 2 sur un jeune psychiatre, enfin un jeune, petite quarantaine d'années ou 35 ans peut-être, un jeune psychiatre tout seul, qui assure le service, je crois que c'est à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, avec l'aide de quelques internes, etc. Un documentaire que je trouve assez passionnant en termes d'humanité, d'approche, mais pour vous, les spécialistes qui êtes ici à la tribune dans la salle, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça voile le problème pour le grand public ou au contraire c'est éclair? Une réponse très brève pour terminer. En tout cas, les articles du Monde sont intéressants. Moi, c'est juste le premier qui était quand même très très spécialisé sur les gens dangereux. Donc ça m'a embêté d'associer toujours la psychiatrie et la dangerosité. C'est un peu, ça existe, hein, vous l'avez dit, hein, mais bon voilà, c'est un petit peu court. Mais après, j'ai vu qu'il faisait des choses de qualité. Donc je crois qu'effectivement, c'est important quand même de parler. Moi, je disais parler à la société. Vous voyez, le fait d'avoir parmi nous des juges et qui soient des gens comme nous, vous voyez ce que je veux dire, c'est drôlement intéressant d'avoir des psychiatres là. C'est important d'avoir tous ces gens qui représentent toute la société, d'avoir des pairs. Voilà, il y a mon président là qui a connu la psychiatrie qui est parmi nous. Vous voyez, c'est important d'avoir tous ces gens-là en même temps, et donc la société elle est faite de tout ça. Donc Depardieu, par exemple, avec ses films, il nous a quand même un peu aidés aussi. Enfin, je sais pas, hein, voilà, on en pense qu'on veut, mais il y a eu quand même des reportages et des choses qui nous ont bien sensibilisés. Mais moi, je voudrais juste finir aussi pour tout à l'heure votre témoignage. Effectivement, je pense que pour les jeunes générations, il faut leur dire des choses comme ça, c'est-à-dire leur dire que effectivement c'est passionnant ce que tu as dit, s'il y a quelque chose de passionnant dans la relation humaine et que voilà, on a la même humanité. Pour moi, la maladie, ça n'existe pas. Il y a juste un degré de quelque chose qui voilà, va s'exprimer de façon exponentielle, mais n'empêche qu'on ait la même humanité. Comme dans le racisme, on dit qu'on a tous le même ADN, qu'on est tous des humains et qu'il n'y a pas de race, et bien là c'est pareil. Je crois que c'est ça qu'il faut porter comme message pour changer, dire on peut quelque chose dans cette société, c'est au moins porter ce genre de message et dire que c'est possible de travailler ensemble, que ça soit sous forme de commission, que ça soit... mais qu'il faut aussi du tiers dans tous les lieux, que ça soit en justice, que ça soit à l'hôpital psychiatrique, que ça soit n'importe quel hôpital, n'importe quelle instance de la société. À l'école, il faut du tiers. Partout, il faut du tiers. Vous voyez, c'est ça qui va nous sauver. Moi, j'aurais juste envie de dire que la souffrance psychique, je suis peut-être pas très gaie, mais fait partie de la condition humaine. Et que finalement, parfois, j'ai l'impression, quand je suis dans mon centre médico-psychologique avec mes patients, on regarde dehors et puis ça arrive qu'on se dise peut-être que les plus malades ne sont pas à l'intérieur du CMP. Parce que ceux qui viennent au CMP, ce sont des gens qui souffrent et qui le reconnaissent et qui essaient de se faire aider par un tiers pour aller mieux. Voilà, donc moi je pense qu'il serait important de sensibiliser l'opinion publique parce que nous sommes tous amenés à souffrir psychologiquement et éventuellement à être malades mentalement. Voilà. C'est un psychiatre qui vous le dit. Oui, je voulais juste vous livrer mon impression par rapport à ces 3 effectivement articles du Monde là, qui sont parus récemment. Et c'est vrai que j'ai interagi avec ce journaliste. Pardon. J'ai interagi avec ce journaliste et du coup c'est vrai que je lui ai beaucoup parlé de ces établissements qu'on avait pu étudier, etc. Je lui ai envoyé d'ailleurs des choses à ce sujet. C'est vrai qu'il a fait le choix qu'il a fait, mais c'est vrai qu'il a dressé un tableau quand même globalement très sombre, qui est en partie effectivement le tableau de la psychiatrie actuelle.
Mais c'est vrai que j'ai regretté qu'il n'ait pas, non pas parler de notre étude parce qu'on s'en fiche, mais de parler éventuellement effectivement des alternatives, de ce qui était un petit peu positif dans la psychiatrie aujourd'hui, pour donner aussi peut-être un petit peu d'espoir, donner envie, parce que là du coup c'est vrai que la psychiatrie apparaît encore comme effectivement à la fois et le parent pauvre et aussi voilà, un lieu où on n'a pas envie de se rendre en fait. Et c'est un petit peu dommage. Après, voilà, les articles sont très bien faits, très bien documentés. Mais c'est vrai que j'ai regretté un peu ce parti pris qui n'a pas été le nôtre, nous, dans la mesure où il y a de très belles ressources aujourd'hui en France en psychiatrie, et que je pense qu'il faut les valoriser un maximum, résister, effectivement, faire en sorte qu'effectivement ces pratiques perdurent, etc. Et voilà, c'était juste mon regard. Il faut juste... Il me reste... que les médias se refusent à mettre en avant les expériences différentes. Je suis désolé, il faut vraiment qu'on ne va pas mettre en retard l'événement. Il y a un prisme effectivement des médias. Il me reste à vous remercier de part et d'autre sur la scène et dans la salle. De toute façon, le café est là pour discuter, donc on reste disponible.